En 1945, alors que le monde brûlait dans un silence que même les prières n'osaient plus troubler, une rumeur commença à serpenter dans les couloirs sombres de l'Europe mourante. Un train, blindé, scellé, chargé d'or, de tableaux, de documents et de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas de nom, mais que ceux qui l'avaient entrevu refusaient de décrire même sous la menace. On l'appela le train fantôme d'Hitler, le dernier souffle métallique d'un Reich agonisant, un convoi qui ne devait jamais être vu, jamais être entendu, jamais être retrouvé. Je me suis longtemps demandé pourquoi certaines histoires sont effacées avec plus de soin que d'autres. Pourquoi les archives jaunissent avec le temps, mais d'autres brûlent en une nuit. Pourquoi certains témoins vieillissent, racontent, puis meurent dans leur lit, alors que d'autres disparaissent. Avant même d'avoir compris ce qu'ils savaient, pendant des années, j'ai ignoré cette histoire. Elle était trop improbable, trop lourde. Et puis un jour une lettre m'est parvenue, sans expéditeur, sans signature, sans explication. À l'intérieur, une simple feuille pliée 3 fois. Sur cette feuille, un plan, brouillon, flou, presque effacé. Une région montagneuse, un trait noir, un mot griffonné, Rise. La même nuit, quelqu'un a téléphoné. Je n'ai pas répondu, il n'y a pas eu de message, mais le numéro n'existait dans aucun registre. Je ne croyais pas encore à l'histoire du train d'Hitler. Ce n'est pas le plan qui m'a convaincu, ni l'appel, ni les regards insistants dans la rue les semaines suivantes. Ce qui m'a convaincu, c'est le silence organisé, le silence précis, le silence comme un ordre, car les rumeurs sont bruyantes, incohérentes, elles courent partout, mais le silence, lui, est orchestré. Et lorsque différents pays choisissent de se taire exactement sur le même point, ce n'est plus une rumeur, c'est une vérité sans permission. Alors j'ai commencé à chercher, et chaque fois que je pensais approcher d'une réponse, quelqu'un, quelque part, m'en semblait ajuster le voile. Juste assez pour cacher ce qu'il fallait, juste assez pour me laisser voir qu'il y avait plus. Voilà comment tout a commencé. Un train sans numéro, sans gare d'arrivée, portant un secret que même la capitulation allemande n'avait pas enterré. Et aujourd'hui encore, je me demande si ce train transporte de l'or, des œuvres d'art ou quelque chose de bien plus dangereux. La preuve que certains chapitres de l'histoire ne sont pas écrits par les vainqueurs, mais par ceux qui détiennent le droit de les effacer. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de ce train. Ce n'était pas dans un livre d'histoire, ni dans un article de presse, mais dans une conversation à demi murmurée entre 2 anciens combattants assis près de la fenêtre d'un hôpital militaire. Ils parlaient lentement, comme si chaque mot avait un poids, comme si le simple fait de nommer ce convoi réveillait quelque chose qu'ils avaient passé toute une vie à tenter d'oublier. L'un d'eux a dit « On ne devait rien voir, rien dire, rien comprendre, seulement obéir ». L'autre a regardé autour de lui avant d'ajouter « Ce n'était pas un transport, c'était une disparition ». À ce moment-là, personne n'a ri, personne n'a corrigé. Il y avait dans l'air une forme de respect, ou peut-être de peur. Les premiers documents officiels que j'ai pu consulter ne mentionnent pas ce train, pas une ligne, pas un code, pas une date. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'absence, c'est la trace de quelque chose qui a été arraché. Des pages manquantes, des marges griffonnées, des numéros de registre, sautés comme si l'histoire elle-même avait glissé sur cette semaine-là et refusé de s'y arrêter. Dans les archives de Breslau, j'ai trouvé un livre relié dont une partie avait clairement été découpée, pas déchirée. Découpée proprement au scalpel. Un archiviste m'a dit que cela arrive parfois. J'ai souri poliment. Je n'ai pas cru une seule seconde à cette explication. Dans un café près de la vieille gare, un ancien cheminot m'a parlé d'un convoi blindé parti sans annonce, sans télégramme préalable, sans autorisation visible. Il m'a expliqué que tous les trains, même en temps de guerre, même dans le chaos le plus total, laissent une trace administrative. Un numéro, un carnet de bord, une radio. Celui-ci n'avait rien. C'était comme un animal blessé que l'on cache, m'a-t-il dit. On ne veut pas qu'on le voie, mais on ne veut pas non plus qu'il meure trop vite. Je lui ai demandé s'il savait ce que les wagons transportaient. Il a haussé les épaules. On n'a pas demandé. Puis il a bu son café d'un trait, avant d'ajouter « Mais l'odeur était étrange ». Je lui ai demandé de préciser. Il s'est contenté de dire « Pas du carburant, pas du métal,
quelque chose de vivant ou de mort, mais pas neutre. Un autre témoin, beaucoup plus discret, a accepté de me parler sous condition d'anonymat. C'était un homme d'affaires à la retraite, propriétaire de terres situées non loin des tunnels du projet RISE. Lui, non plus, n'a pas dit le mot « train ». Il a simplement évoqué un grondement qui ne correspondait à aucun véhicule connu. Il a décrit les nuits où tout vibrait légèrement, comme si la terre elle-même se mettait à respirer. Les lampes du salon tremblaient, les chiens hurlaient, les enfants se réveillèrent en pleurant sans explication. Le phénomène a duré 2 nuits, puis plus rien. Comme si quelque chose était passé sous la surface puis avait cessé d'exister. Plus je creusais, plus les témoignages se contredisaient dans les détails, mais s'emboîtèrent dans le fond. Tous parlèrent de silence, tous parlèrent d'absence de lumière. Tous évoquèrent des soldats qui regardaient ailleurs, comme si l'ordre le plus important n'était pas de garder, mais de ne pas comprendre. Ce qui m'a le plus troublé, ce ne sont pas les paroles, mais les interruptions. Les moments où un regard se figeait, où une bouche se refermait, où un souvenir semblait sur le point d'émerger avant de disparaître. Comme si une frontière invisible séparait ce qui pouvait être raconté de ce qui devait rester enfoui. Il y avait aussi ce curieux comportement des autorités locales. Dans chaque commune, dans chaque bureau, dans chaque salle où j'ai demandé accès à des dossiers de 1945, on m'a répondu avec le même sourire, la même formule, presque trop polie pour être sincère. Il n'y a rien à signaler pour cette période. Toujours cette phrase, mot pour mot, dans 3 villes différentes, 3 administrations différentes, 3 personnes qui ne se connaissent pas. La même réponse, répétée sans hésitation. Alors j'ai commencé à me poser la question que je n'aurais jamais dû poser. Comment peut-on effacer quelque chose qui n'a jamais existé ? Et surtout, pourquoi vouloir l'effacer encore aujourd'hui ? Lorsque j'ai commencé à étudier le projet RISE, j'ai rapidement compris que ce que l'on sait officiellement ne représente qu'une façade fragile, posée comme un rideau sur une scène dont personne ne veut vraiment parler. Officiellement, ces tunnels n'étaient que de simples constructions inachevées, abandonnées dans la panique et le chaos de la fin de la guerre. Pourtant, en examinant les cartes, celles qui n'auraient jamais dû quitter les archives, une contradiction évidente saute aux yeux. Pourquoi bâtir des tunnels à plusieurs niveaux, à des kilomètres sous les montagnes, reliés par des galeries assez larges pour accueillir des trains blindés, si ces structures n'étaient censées être qu'un abri temporaire? Les dimensions dépassent le simple objectif militaire. On dirait une cathédrale souterraine dédiée à quelque chose de bien plus grand et de bien plus caché. Les ingénieurs qui ont travaillé là-bas venaient de toutes les disciplines. Certains spécialisés dans le béton armé, d'autres dans les communications, d'autres encore dans des domaines qui n'étaient même pas répertoriés clairement dans les dossiers. Plusieurs de leurs noms n'apparaissent nulle part avant 1943, puis disparaissent totalement après 1945, comme si leur existence avait été reliée uniquement à cet endroit précis. J'ai trouvé des reçus d'équipements que je ne comprends pas encore, des machines portant des numéros sans marque, sans fabrication, sans licence, des commandes de câbles, de générateurs, de transformateurs, de ventilation à haute capacité. Certains historiens affirment que tout cela était destiné à une usine secrète. Mais si c'était le cas, pourquoi construire si profondément, si loin ? Et pourquoi sceller les accès avant même que la guerre ne soit terminée ? Ce qui m'a le plus troublé, ce sont les registres de transferts humains. Des milliers de travailleurs forcés déplacés sans retour. Certains étaient envoyés à RISE avec une simple ligne administrative et plus jamais aucune mention de leur existence. Ni décès, ni libération, ni transfert ultérieur. Juste un silence administratif, une disparition polie, documentée par le vide. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, on m'a répondu que les documents de la guerre sont incomplets, que c'est normal, que c'était une époque chaotique. Peut-être que c'est vrai, peut-être, mais ce qui est étrange, c'est que ce chaos s'arrête exactement là où commence le nom RISE. Avant, il y a des dates. Après, il y a des certificats. Pendant, il y a un trou. J'ai parlé avec un homme qui travaillait sur les fouilles modernes du site. Il m'a décrit des pièces sans traces explicables, comme si elles avaient un servi mais que l'on avait effacé les empreintes du passé. Il m'a dit qu'il avait trouvé des murs chauffés de l'intérieur sans aucune installation visible, des câbles qui s'enfonçaient profondément dans le béton sans sortie apparente. Il y avait aussi des inscriptions gravées à même la pierre, recouvertes de peinture puis de ciment, comme si c'était l'écriture qui devait être enterrée, pas seulement les pierres.
Il m'a confié qu'un morceau de l'une de ces inscriptions avait été envoyé pour analyse, mais que le rapport n'est jamais revenu. On lui a dit que l'échantillon avait été perdu. Cela arrive, paraît-il. Certaines rumeurs évoquent l'idée que ces tunnels n'étaient pas simplement des abris, ni même des usines, mais des lieux d'expérimentation qui dépassaient le cadre du rationnel. Je ne parle pas de mythes ou de légendes lancées par des chasseurs de sensations. Je parle d'indices chirurgiques que l'histoire peine à classer. Pourquoi sceller hermétiquement certaines salles ? Pourquoi couler du béton sur du métal encore tiède ? Pourquoi construire des portes blindées que personne n'est censé ouvrir ? Les rares personnes qui acceptent de raconter ce qu'elles savent ou ce qu'elles croient savoir ne parlent jamais longtemps, comme si le simple fait d'évoquer ces tunnels pouvait réveiller des présences que l'on préfère garder sous terre. Et tout cela ramène inévitablement au train. S'il a réellement pénétré dans ce labyrinthe, alors son contenu, quel qu'il soit, n'a pas été transporté au hasard. Si l'on suit la logique militaire, aucune cargaison n'est déplacée sans utilité. Mais si l'on suit la logique du secret, certaines cargaisons n'ont pas besoin d'utilité. Elles n'ont besoin que d'être cachées. Plus je progressais dans mes recherches, plus je comprenais que le mystère du train n'est pas seulement dans son existence, il est dans sa destination. Ce que Rhys garde peut-être encore aujourd'hui, sous la roche, sous le béton, sous les archives, sous le silence. Je n'avais encore jamais vu un dossier disparaître devant moi. Pas métaphoriquement, littéralement, dans un bureau gris éclairé au néon, dans une salle d'archives où même les horloges semblaient s'ennuyer, une boîte entière que j'avais consultée la veille n'était plus là. J'ai demandé calmement, presque naïvement, si quelqu'un l'avait déplacée. L'archiviste a ouvert un registre avec la même expression que l'on a lorsqu'on récite une phrase apprise sans conviction. Selon lui, ce dossier n'avait jamais existé. J'avais pourtant pris des notes. Le titre, les dates, les noms. Je me souvenais. Mais dans cette pièce, la mémoire ne comptait pas. Seul le papier faisait foi. Ou plutôt l'absence de papier. Quelques jours plus tard, j'ai été contactée par un homme qui prétendait avoir suivi mes recherches. Il savait où j'étais allée, quel microfilm j'avais consulté, qui j'avais questionné. Sa voix était posée, presque neutre, mais chaque mot semblait choisi comme une pièce sur un échiquier. Il m'a proposé une rencontre dans un endroit public. Un café banal, bruyant, parfait pour se fondre dans le quotidien. Il n'était pas grand, ni impressionnant, mais ses yeux, eux, l'étaient. Il m'a parlé du train comme si le simple fait de l'évoquer représentait déjà une transgression. Il a dit que ce n'était pas un train militaire ordinaire, que ce n'était pas seulement de l'or ou des œuvres d'art volées qui étaient transportées. Il a dit qu'il y avait autre chose. Puis il s'est arrêté comme si le mot précis lui brûlait la langue. Selon lui, certains wagons n'avaient pas été chargés à Breslau, mais bien plus tôt, dans des lieux dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire. Des lieux effacés des cartes, des laboratoires improvisés, des centres de tri où l'on ne triait pas des objets, mais des corps. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas prononcé les mots que l'on attendait. Il a seulement précisé que ce que contenait le train n'était destiné ni à l'Allemagne ni à la victoire. C'était destiné à la suite. Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a répondu par un silence. Lorsque j'ai essayé d'obtenir plus d'informations, il m'a donné un avertissement plutôt qu'une réponse. Il a dit que certaines vérités n'étaient pas faites pour être découvertes, mais pour être oubliées. Que le secret du train avait survécu non pas parce que personne n'avait cherché, mais parce que ceux qui approchaient trop près finissaient par se taire, volontairement ou non. Avant de partir, il a glissé une phrase discrète mais lourde. Ce qui dort sous la montagne n'attend pas d'être retrouvé. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une sensation diffuse, difficile à nommer. Je ne sais pas si c'était de la paranoïa ou de l'instinct. Les mêmes visages croisés 2 fois. Les mêmes voitures garées à différents endroits. Des appels qui raccrochaient lorsque je répondais. Peut-être que ce n'était que la conséquence d'un sujet trop intense, trop enveloppé de fantasmes et de mensonges. Ou peut-être que l'on observe jusqu'à ce que l'on s'arrête. Peut-être. Ce qui m'a poussé à continuer n'était ni le défi ni la curiosité. C'était quelque chose de plus simple. Les archives vides, les pages arrachées, les témoins qui se contredisent sur les détails, mais s'accordent sur le silence. Chaque absence était une preuve. Chaque trou dans l'histoire dessinait une forme vague, irrégulière, mais persistante. Comme une silhouette que l'on devine dans le brouillard sans pouvoir la nommer. Ce que je savais à ce moment-là tenait en peu de choses. Un train sans trace.
Un réseau de tunnels trop vaste pour être raisonnable. Des civils disparus dans l'administration sans même une ligne de justification. Et des personnes aujourd'hui encore qui préfèrent dire « je ne sais pas » plutôt que « je ne peux pas répondre ». Cela ne prouve rien. Bien sûr, les mystères historiques sont remplis de coïncidences et de malentendus. Mais parfois, ce qui manque dit plus que ce qui reste. Alors j'ai décidé de me rendre dans ces tunnels. Non pas ceux ouverts au public, lissés, sécurisés, éclairés pour les touristes. Je parle de ceux que personne ne montre, ceux dont les portes sont soudées, ceux dont les entrées sont dissimulées sous les racines et les pierres. Je voulais voir ce que l'histoire avait enseveli. Je voulais entendre ce que le silence cachait. Je voulais comprendre pourquoi, après tant d'années, ce train continue de rouler dans les conversations, comme une ombre qui refuse de se dissoudre dans le passé. Les habitants des régions traversées par cette ligne oubliée partagent, depuis des générations, des récits étranges, toujours les mêmes, toujours avec les mêmes détails, comme s'ils décrivaient une scène apprise par cœur et non imaginée. Ils parlent d'un train semblant flotter dans un voile de brume, sans le moindre bruit, sans vapeur, sans vibration, sans signal lumineux, juste une masse sombre avançant comme un mirage sur des rails rouillés. Dans les années 1950, un ingénieur ferroviaire français, Étienne Méricourt, affirme avoir étudié secrètement les trajectoires des trains fantômes signalés par la population locale. Son rapport demeure introuvable. La direction de l'époque a nié son existence, puis a prétendu que le dossier avait été détruit dans un incendie administratif. Un incendie dont aucune trace n'apparaît dans les archives. C'est étrange, n'est-ce pas ? Selon les témoignages qu'il avait collectés, le train apparaissait seulement lors de nuits sans lune. Il ne semblait pas suivre les courbes du rail actuel, mais celles d'un tracé plus ancien, daté avant 1945, cartographié par les nazis lors de l'occupation. Un réseau que la France n'a jamais officiellement reconnu. Pour quelle raison ? Pourquoi des cartes aussi détaillées auraient-elles été classifiées ? Pourquoi cette voie figure-t-elle encore aujourd'hui sur certains croquis techniques internes alors qu'elle n'existe plus sur le terrain ? On raconte qu'en 1908, un groupe d'étudiants en histoire, persuadé d'avoir résolu l'énigme, a voulu localiser l'entrée d'un tunnel que Hitler aurait fait creuser pour protéger un convoi transportant quelque chose de plus précieux que des armes. C'est la formulation exacte retrouvée dans le carnet d'un ancien garde allemand. Les étudiants ne sont jamais revenus. Les autorités ont conclu un accident en montagne. Dossier clos, jamais rouvert. Quelques mois plus tard, la mère de l'un d'eux reçoit une enveloppe, sans expéditeur, composée uniquement d'une photographie floue. On y distingue des rails enfoncés dans la terre, une paroi rocheuse et dans l'ombre du passage, une lueur blanche semblable à un faisceau. Les experts en photographie ont dit que c'était une surexposition. Elle a juré que c'étaient les phares d'un train. Un train qui n'aurait jamais dû rouler. Un train dont l'existence même contredit l'histoire officielle. Les rumeurs persistent. Elle parle de scientifiques. Allemands ayant développé des systèmes expérimentaux de propulsion silencieuse, basés sur des champs électromagnétiques. Des prototypes jamais reconnus, jamais retrouvés. Comme si la technologie avait soudain disparu. Ou avait été récupérée, utilisée ailleurs. Pour d'autres projets, dissimulés derrière le secret défense. Car ce train, selon certaines théories, ne transportait pas seulement des trésors volés, mais des documents, des machines, des expériences, et peut-être des passagers qui n'étaient pas censés survivre pour raconter ce qu'ils avaient vu. D'autres évoquent une idée encore plus troublante, que le train ne se déplace pas seulement dans l'espace, mais dans quelque chose qui ressemble au temps. Et si cette apparition n'était pas un fantôme ? Et si ce que les témoins voient est réel mais décalé ? Un convoi se déplaçant sur une fréquence que la science moderne n'explique pas encore. Un moteur alimenté par un procédé que nous n'aurions pas dû oublier. Et si ce train n'était pas en retard de 80 ans ? Et si c'était nous qui étions trop en avance ? Depuis près d'un siècle, chaque personne affirmant avoir aperçu le train disparaît, d'une manière ou d'une autre. Pas brutalement, pas dans un scandale, non, discrètement, silencieusement, comme si leur existence avait été soigneusement effacée ligne par ligne. Certains sont morts d'accidents improbables, d'autres ont simplement quitté leur emploi sans en avertir leurs collègues. Déménagement soudain, changement de numéro, plus aucune trace. Et les rares témoins encore vivants parlent à voix basse. Très basse, trop basse pour être rassurante. Dans les années 1980,
Un journaliste indépendant du nom de Lucien Roche a publié un article osé intitulé « Le train que la France ne veut pas voir ». 48 heures après sa parution, le journal a annoncé une rétractation complète. Le texte n'existe plus dans les archives numérisées. Les photos du numéro, introuvables. Roche a disparu. Officiellement, il est parti en voyage personnel. Depuis 40 ans, sans retour. On pourrait croire à une coïncidence ou à une construction complotiste. Et pourtant, chaque fois qu'un citoyen tente de fouiller, une réponse identique revient. Les documents demandés sont classifiés. Classifiés pendant combien de temps? Aucune date. Aucune raison. Juste un mur administratif parfaitement poli. Un mur qui ne se fissure jamais. Un ancien employé des chemins de fer, resté anonyme, racontait avant sa mort qu'il avait vu de ses propres yeux une équipe militaire sceller. L'un des tunnels supposés du train, en pleine nuit. Sans autorisation civile. Sans enregistrer l'opération. Le béton a coulé, l'entrée a disparu, et avec elle ce que l'histoire tentait encore de dire. Quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « parce qu'il ne devait pas exister ». Et il a ajouté « ce que vous appelez effacer, eux appellent corriger ». La question n'est donc plus « le train a-t-il existé ?» mais plutôt « pourquoi a-t-on peur qu'il existe encore ?» Certains affirment que ce convoi transportait les dernières recherches du Reich, pas les plus monstrueuses. Celles-là, le monde les connaît. Mais les plus prometteuses, celles qui donnaient un avantage. Celles qui pouvaient réécrire la physique, réécrire la puissance, réécrire l'avenir. Des travaux que les vainqueurs voulaient récupérer. Pas révélés. On raconte qu'après 1945, plusieurs scientifiques allemands ont été recrutés, comme si le génie pouvait être dédouané par un simple changement de drapeau. Et si ces hommes n'avaient jamais quitté l'Europe? Et si leurs travaux étaient enterrés sous nos pieds, transportés par un train sans destination officielle? Et si ce convoi n'avait pas disparu par accident, mais avait été caché, gardé, exploité? Le plus troublant n'est pas ce que l'on sait, mais ce qu'on ne doit pas savoir. Si tout cela n'était qu'un mythe, pourquoi l'État s'efforcerait-il de le faire taire? Pourquoi classer des dossiers sur quelque chose qui n'a jamais existé? Vous connaissez le proverbe « On ne verrouille pas une porte donnant sur le vide ». Depuis quelques années, un phénomène dérangeant se répète. Pas dans les journaux, pas dans les rapports officiels, sur des forums oubliés, des chaînes anonymes, des messages postés tard dans la nuit. Des témoins affirment avoir vu un train traverser la forêt de Saui, un train sans lumière, sans bruit, glissant sur des rails qui, officiellement, n'existent plus. On le décrit comme une masse d'acier dévorant l'obscurité. Les vitres sont opaques, comme si le verre lui-même refusait de réfléchir la lumière. Aucun passager visible, aucun conducteur identifiable. Seulement un souffle métallique, un frisson électrique, comme si l'air changeait de densité au moment où il passe. Ce qui trouble, ce n'est pas tant l'apparition du train, mais l'heure à laquelle il apparaît. Toujours le même moment, toujours à minuit moins 13. Un chiffre étrange, dérangeant, qui semble s'échapper des horloges et se répéter dans les témoignages. Minuit moins 13. Comme si le train refusait d'entrer dans un nouveau jour, comme s'il ne devait plus avancer dans le temps. Certains chasseurs de fantômes qui ont tenté de le filmer racontent que leurs appareils se sont éteints d'un seul coup. Batterie pleine, carte mémoire neuve, matériel professionnel. Tout s'écroule au moment précis où la silhouette apparaît. Et quand enfin ils rallument leurs appareils, le temps affiché est différent. 13 minutes manquantes, inexplicables, absorbées, comme si le train prélevait le temps de ceux qui l'approchent. Un physicien polonais, resté anonyme, a étudié ces récits et avancé une théorie troublante. Le train aurait quitté la Seconde Guerre mondiale, mais sans jamais atteindre son époque d'arrivée. Il serait coincé quelque part entre deux instants, ni Minneapolis, ni aujourd'hui. Un intervalle que la science connaît mal, un pli du temps, un écho. Une femme âgée, retrouvée en état de choc près des anciennes mines de Rize, racontait qu'elle avait vu les silhouettes derrière les vitres, pas des fantômes, pas des esprits, des hommes, vivants, habillés comme en 45, regardant dehors mais semblant ne pas nous voir. Comme si nous étions nous, les apparitions, comme si eux continuaient leur trajet, convaincus d'exister dans leur propre présent. Elle répétait sans cesse une seule phrase d'une voix brisée. Ils n'ont jamais su qu'ils étaient morts. Puis elle ajouta « Peut-être qu'ils ne le sont pas. La possibilité la plus effrayante n'est pas que le train soit un fantôme,
mais qu'il ne le soit pas du tout, qu'il transporte encore ce qu'il transportait, qu'il cherche encore à atteindre sa destination, et que son trajet n'est simplement pas pris fin. On dit que certaines choses ne meurent pas, elles persistent. Elles reviennent parce qu'elles n'ont jamais été arrêtées. On dit qu'on peut cacher un crime, on peut faire disparaître des témoins. Mais comment arrêter quelque chose qui ne se trouve plus dans votre temps? Comment dissimuler un train qui n'a jamais cessé d'avancer sans jamais arriver? On raconte que certains trains ne transportent pas des passagers mais des instants, des fragments de vie suspendus entre 2 secondes. Et si celui-ci avait été l'un d'eux? Pas un simple convoi blindé fuyant la fin du Reich, pas un trésor roulant vers une frontière incertaine, mais un laboratoire mobile, projeté dans un espoir qui frôlait la folie. Sauver un empire en volant au monde ce qu'il ne contrôle pas, le temps. Depuis des décennies, les témoignages se ressemblent étrangement, même lorsqu'ils viennent de pays différents, d'histoires différentes, de voix qui ne se sont jamais rencontrées. Un train vu dans un brouillard soudain, un bruit métallique étouffé, une sensation de froid qui ne vient pas de l'air, mais du corps lui-même, comme si votre chaleur se retirait sous votre peau. Puis le silence. Un silence trop lourd, trop dense. Un silence qui n'est pas fait d'absence, mais de présence. Les scientifiques refusent d'aborder ce genre de récit. Ils préfèrent parler d'hallucinations collectives, de distorsions psychologiques liées au stress, ou de confusion avec un phénomène atmosphérique rare. Pourtant, aucun d'eux ne nie. Ils expliquent. Mais nient-ils vraiment? Ou tentent-ils de contenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas mesurer? Les appareils électroniques se vident, les montres s'arrêtent, les chiens hurlent, les oiseaux disparaissent. Pas vers le ciel, vers le silence. Une équipe d'explorateurs urbains a tenté d'enregistrer le passage du train près d'un ancien tunnel, signalé par les habitants. Ils avaient 3 caméras, 4 micros et des batteries de secours. La seule chose qui a survécu à la nuit fut un enregistrement sonore de 12 secondes, un grondement sourd, extrêmement grave, suivi d'un sifflement aigu semblable à un souffle aspiré. Puis plus rien. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence de quelque chose qui écoute. Lorsque l'un d'eux a vérifié sa montre, elle affichait minuit moins 13, une heure qu'ils n'avaient pas vue depuis qu'ils avaient quitté leur hôtel, comme si cette minute ne faisait plus partie de leur réalité, comme si elle leur avait été empruntée. Certains experts en phénomènes temporels parlent d'un concept dérangeant. Le temps fantôme, un instant qui n'appartient ni au passé ni au présent, mais qui continue d'exister parce qu'il a été arraché à son cours, comme une cicatrice dans la ligne de la vie. Une cicatrice qui ne guérit pas car on refuse de la reconnaître. Si ce train transporte encore ce qu'il transportait, alors il transporte une époque qui refuse de mourir, une époque perdue dans un tunnel sans entrée et sans sortie. Ce n'est pas un fantôme au sens où on l'entend dans les contes. Ce n'est pas une apparition vaporeuse née d'une peur primitive. C'est peut-être pire. C'est un fragment de réel qui n'a jamais trouvé sa place dans notre monde. Un événement qui continue son trajet parce que personne n'a su l'arrêter. Les témoins décrivent toujours la même sensation. Quand le train passe, on ne ressent pas la peur du surnaturel. On ressent la peur du normal. La peur que rien ne soit extraordinaire dans ce que l'on voit. La peur que ce soit, au contraire, terriblement réel. Un physicien qui préférait l'anonymat a confié hors caméra cette phrase, avant de se rétracter. Ce train n'a pas disparu, il persiste. Et si vous le voyez, ce n'est pas qu'il revient, c'est qu'il ne vous avait jamais quitté. Peut-être que la question n'est pas « quand est-il passé ?» mais « combien de fois l'avez-vous ignoré ?» Car certains trains ne vont pas d'une gare à une autre. Ils traversent ce que nous appelons le temps. Et parfois le temps se trompe, ou se souvient, ou réclame ce qu'on lui a volé. Alors, lorsque vous vous retrouverez seul, dans une route de campagne, ou au bord d'une forêt, et que vous entendrez au loin un grondement sans source, rappelez-vous ceci, tout ce qui disparaît n'est pas terminé, tout ce que l'on scelle n'est pas enfermé, et tout ce qui passe à minuit moins 13 n'est peut-être pas censé appartenir à votre monde. Il y a des voyages qu'il ne faut ni suivre ni comprendre, car certains trajets ne reviennent jamais, et certains passagers n'ont jamais su qu'ils ne sont plus des nôtres.